Alors justement, Monseigneur Dornelas, avec les évêques de France, vous menez un travail de fond sur ces questions-là, à la fois de formation des évêques, on peut le dire comme ça, parce que ces sujets sont compliqués, on s'en Nous aperçoit, sommes en formation permanente. permanente, voilà. Et en plus aussi pour apporter une pierre dans ce débat, une pierre particulière qui est la parole de l'Église. Comment vous comptez vous y prendre? Parce qu'on voit que les échéances se rapprochent, que sur des questions comme ça, il peut y avoir aussi un emballement médiatique. Comment vous pensez prendre la parole dans ce débat sur la révision des lois de bioéthique? Non, il y a déjà un premier point, c'est qu'il faut que nous nous renseignions, au sens strict du terme renseigner. Se renseigner, c'est-à-dire une information qui m'enseigne et donc qui me transforme. Je crois que c'est très important. Il faut aller jusqu'au fond des questions soulevées par les découvertes scientifiques en les encourageant et non d'abord en les diabolisant. Ça, je crois que c'est très important. Euh, une fois que ce renseignement a commencé, on découvre qu'il n'est jamais fini. Parce que ça va très vite. Ça va très très vite sur les découvertes scientifiques. Et il me semble qu'il y a un autre point où nous devons aussi nous renseigner, c'est sur la question juridique. Qu'est-ce que c'est le droit? Fallait-il une loi ou n'en fallait-il pas? Bien sûr, il fallait légiférer sur les découvertes biomédicales. Ça ne veut pas dire forcément qu'il fallait une loi nouvelle. Est-ce qu'il fallait tout simplement pas mettre en œuvre les principes cohérents et structurants du droit français? Et mettre en œuvre ces principes pouvait simplement conduire à donner des précisions qui encadraient suffisamment les lois, dans le respect des principes. Ces principes dont on voit qu'ils sont civilisateurs. Comment nous allons nous y prendre après s'être renseignés, c'est-à-dire comprendre qu'il faut toujours se renseigner et mettre le métier sur l'ouvrage sans arrêt. La grande activité que nous pouvons avoir, nous évêques, mais pas seulement les évêques, les catholiques, les croyants, c'est d'entrer dans le dialogue. Oser entrer dans le dialogue, écouter, une écoute où nous sommes transformés par l'écoute et nous osons parler. Et ce dialogue, me semble-t-il, peut être très précieux parce qu'il y aura les états généraux et je crois parce qu'il y a une prise de conscience double. Ça concerne tout le monde. Et deuxièmement, où allons-nous? Personne ne veut de sorciers. Personne ne veut une société guidée par des sorciers. Alors si on prend l'exemple de la loi de 1905, par exemple, on a beaucoup entendu, il vaut mieux pas y toucher parce que on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va avoir après. Sur la bioéthique, il est inscrit quasiment dans la loi qu'elle est révisable régulièrement tous les 5 ans. Est-ce que vous pensez mieux Non, il est écrit que la loi de 2004 est révisable dans révisable? 5 ans. Voilà. Et c'est tout. Est-ce qu'il vaut Il mieux, ne sera est-ce qu'on pas va ouvrir écrit la qu'en boîte de Pandore 2010, selon elle soit vous? révisable. Oui. Mais est-ce qu'on Parce- risque d'ouvrir la boîte de Pandore et finalement avoir quelque chose de moins bien ou de plus déstructurant que ce qui existe aujourd'hui? Non, mais il y a une conscience qui s'est faite, due notamment aux nouvelles découvertes scientifiques. Euh, il y a une conscience qui s'est faite. C'est pas évident aujourd'hui que tout le monde soit pour maintenir le principe de la révision de la loi. Ça, c'est une première chose. Il y a une conscience de plus en plus forte sur la valeur des principes structurants. Par exemple, le principe d'indisponibilité du corps humain demeure un principe qui est un principe de sagesse. Et ça, je crois que ça monte à la conscience de tout le monde. C'est pas pour autant qu'il n'y aurait pas la possibilité d'avoir des choses qui iraient Oui. contre ce principe, même à titre Voilà. dérogatoire, Alors, comme l'on a dit toute dans la le texte de difficulté, 2004, voilà. dans le prochain texte. Non, mais c'est possible que nous pouvons veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérogation. Mais je crois que c'est déjà important de comprendre la valeur des principes et leur portée. Un principe, par définition, ce n'est pas un diktat rigide qui interdit. C'est une voie qui permet le progrès. Mais comment ce principe permet-il le progrès? Pas par la dérogation. Et il y a un travail juridique assez important, de travail juridique, pour comprendre comment des principes peuvent-ils encourager les progrès. Car il faut progresser pour soigner la maladie. Elisabeth Montfort. Oui, le propre de la loi française, ce n'est pas le cas dans les autres pays européens, mais le propre de la loi française sur ces sujets-là, c'est d'affirmer dans un article premier le principe. C'est le cas de la loi Veil, c'est le cas de l'article qui concerne la recherche sur les cellules souches, la thérapie cellulaire. Donc, dans un article premier, on affirme le principe, et dans un article 2, on admet une dérogation, soit pour une durée déterminée, soit dans un cadre déterminé. Donc, cette dérogation touche le principe
D'autant plus que quelques années après, on a bien vu sur la question de l'avortement ou d'autres en France, quelques années après, c'est la dérogation qui devient la loi générale, au même endroit. Donc cette articulation de la loi française est risquée. Parce qu'on est bien d'accord pour rappeler les principes. La question de la non-patrimonialité du corps humain est inscrite non pas dans le droit français, c'est vrai, mais dans des conventions européennes. Et je pense en particulier à la Convention d'Oviedo, que la France a signée mais qu'elle n'a pas ratifiée, mais elle l'a quand même signée. Donc nous avons à notre disposition des conventions internationales, des principes dans notre droit français. Mais malheureusement, de temps en temps, les dérogations touchent au principe. Docteur. Oui, un exemple récent qui illustre cette dérogation qui devient un droit. Actuellement, les sénateurs viennent de discuter sur les mères porteuses, ce qu'on appelle aujourd'hui les gestations pour autrui. Et ils ont rappelé qu'il faut que la mère porteuse puisse faire valoir son droit à l'avortement aussi. C'est dit comme cela, son droit à l'avortement. Ce qui d'ailleurs va faire des embrouillis pas possibles. Quand la mère porteuse décidera d'avorter le bébé du couple qui lui a confié, on se demande ce que ça donnera effectivement. C'est une question de révision des lois. La remarque que fait Mme Montfort est juste, mais ne doit pas nous entraîner au pessimisme. Je m'explique. Oui, non mais... Pardon, j'ai dit justement que j'étais pleine d'espérance pour ces prochaines lois. Je veux dire, il ne faut pas dire nous allons au-devant de grandes catastrophes. Voyez, je vais prendre plusieurs exemples. Ce que vous dites à propos de la loi sur l'avortement est tout à fait clair. Donc l'article 16, non pas de la Constitution, mais du Code civil, dit « La République défend la vie humaine dès son commencement ». Or, il est irréfutable que vous et moi, quand notre maman nous attendait 8 jours avant, tout était prêt dans la chambre où on allait loger. Mais 4 mois avant, elle dit « Oh, j'ai eu peur parce que j'ai fait une angine ou une rubéole, je ne sais pas quoi. » Et 8 mois et 25 jours avant, elle m'attendait déjà parce que j'étais là, elle ne le savait pas encore. Donc, c'est le commencement de ma vie humaine. Et la loi, le Code civil dit, c'est un point fondamental de la législation française, la République défend et garantit la loi la vie humaine dès son commencement. Or maintenant, nous arrivons à une telle absurdité, je pense à la discussion récente que j'ai eue avec un biologiste, et qui est pour l'avortement, etc., et qui me dit, mais je suis horrifié par le fait que maintenant, sous prétexte que la loi de l'avortement permet l'avortement jusqu'à 12 semaines, on peut tuer une petite fille parce qu'elle est une petite fille et qu'on veut un garçon. Alors il dit, ça pour moi c'est une monstruosité. Alors j'ai dit, docteur, dites-le très fort. Vous voyez, parce que quand un évêque dit ça, évidemment qu'il le pense, mais il le pense pour toute naissance. Mais tout d'un coup, il s'aperçoit que la logique infernale de cette loi conduit à quelque chose qui devient une monstruosité. Et il dit, mais alors là, on n'a plus moyen de l'arrêter. Mais j'ai dit, si, on a le moyen de l'arrêter quand même. En revanche, quand j'ai été envoyé par l'épiscopat français pour la consultation parlementaire de la loi Leonetti sur la fin de vie, qui touche aussi les questions de vie, comme on disait tout à l'heure, même si le mot de bioéthique lui-même a été circonscrit pour cette loi, au sujet dit par Monseigneur Dornelas. Et j'arrivais assez pessimiste, en me disant, mon Dieu, voilà qu'on touche aussi à ça. Alors, il y a quand même un principe fondamental, c'est que nul n'a le droit de donner la mort à autrui. On n'a pas le droit de donner la mort. Et je discute donc avec les parlementaires qui étaient là, une trentaine, vous avez un quart d'heure d'exposé et 3 quarts d'heure de questions, donc c'est difficile, il faut être assez bien préparé. Et j'en suis sorti en me disant, mon Dieu, mais est-ce qu'on ne va pas avoir un jour une pilule euthanasique dans nos pharmacies? J'espère qu'on donnera l'objection de conscience aux pharmaciens qui ne l'ont pas en France, enfin ça existe quand même déjà en Suisse. Eh bien non, pas du tout. Et la loi n'a absolument pas cédé sur ce point-là. Donc je crois qu'il faut parler avec, comme a dit Mme Montfort, il y a une consultation nationale, il faut dire la vérité simple, il faut dire les conséquences que ça peut avoir, comme par exemple, 30 ans plus tard, voilà ce que donne la loi sur l'avortement. Or ça, vous êtes tous d'accord pour reconnaître que c'est une monstruosité, n'est-ce pas? Vous voyez? Et en disant, attention à ce que nous faisons et à ce qui risque d'être inscrit dans la loi, parce que ça va avoir des conséquences dramatiques rapidement. Monseigneur Dornelas, se faire entendre, rencontrer les députés, ceux qui vont travailler cette loi, passer devant une commission parlementaire, participer aux États généraux, c'est suffisant dans ce domaine? Ça dépend ce que vous visez. Que visez-vous?